Madame, monsieur, bonsoir. Comme chaque semaine, place à la récap de l'actualité. Voici ce qu'il ne fallait pas rater ces 7 derniers jours. On ouvre cette édition avec un mouvement social au centre pénitentiaire de Ducos. Plusieurs dizaines d'agents se sont mobilisés à l'appel d'un mouvement national. Ils dénonçaient notamment la surpopulation carcérale et ses nombreuses conséquences sur les conditions de travail en interne. Le reportage chez nous de Sandrine Claude. Ce matin, ils sont plusieurs dizaines répartis devant le centre pénitentiaire. Les accès au site entravés, aucune entrée ni sortie n'est possible. Seul le corps médical se voit autorisé à entrer. Tout corps de métier confondu, les personnels sont mobilisés contre des dysfonctionnements persistants qui impactent leurs conditions de travail. Evelyne est surveillante pénitentiaire. Elle témoigne d'une mission devenue aujourd'hui difficile à tenir. La surpopulation qui nous oblige à être plus vigilants et puis le manque d'effectifs qui fait que mes collègues font des heures incroyables et la fatigue. On n'est pas tous si jeunes que ça, puisqu'on a déjà travaillé en métropole et on arrive ici avec un âge déjà avancé. Des agressions qui sont beaucoup plus courantes. Les conditions pour les détenus, ce n'est pas facile, avec un nombre de matelas important au sol. Donc nous sommes vraiment dans une difficulté quotidienne. Plus que les conditions de travail, les syndicats pointent du doigt la gestion exercée par les plus hautes instances dans l'Hexagone. Toute une chaîne qui serait, selon eux, trop éloignée de leur réalité du terrain. Nous ne pouvons pas à la fois être à 8000 km et subir toutes les discriminations structurelles qui existent dans l'administration pénitentiaire et encore être isolés dans le fonctionnement, ne pas gagner les effectifs qui permettent justement que le service soit assuré. Avec 1200 détenus pour 858 places, il est tout à fait normal que l'on s'en inquiète aujourd'hui. On ne peut pas demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de jouer sa partition en ce qui concerne la lutte contre la récidive et puis en même temps ne pas lui donner les moyens, en tout cas en personnel, que ce soit en assistance sociale, en psychologue, en direction, pour permettre de désengorger cette prison. Il faut surtout assurer un suivi des personnes détenues dans le cadre justement de leur profil de réinsertion. L'appel national à la mobilisation a également été suivi dans les centres de Guadeloupe et de Guyane, qui dénoncent eux aussi les mêmes conditions de travail dégradées. On poursuit avec un autre mouvement social, cette fois à la Poste. Lundi, près de 70 salariés se sont rassemblés pour soutenir un collègue et élu du CSE, accusé d'avoir dérobé un bac dans un véhicule de service. Il était entendu par sa direction. Les employés n'excluaient pas de déposer un préavis de grève illimité en cas de sanction. Reportage. Il faudra sans doute s'attendre à des retards dans la distribution du courrier. Depuis ce matin, ils sont environ 70 salariés mobilisés devant la direction régionale de la Poste Martinique. À l'appel de la CGTM-PTT, ces postiers venus de plusieurs centres de l'île se sont rassemblés pour soutenir l'un de leurs collègues. Ce salarié, représentant du personnel au CSE, est accusé d'avoir volé un bac dans un véhicule de service et qui pourrait déboucher sur une sanction. Une décision jugée injustifiée par les agents mobilisés. C'est fatigant, parce que vous savez, quand nous avons un courrier, un camarade, un collègue, un courrier qui dit préalable au licenciement, tout peut se passer. Donc on est là, on le soutient. Mais lui, et moralement, je pense qu'il n'est pas bien. Et nous aussi, nous sommes dehors mobilisés. Nous, on n'est pas bien. Mais on ne va pas se laisser faire. Et la direction connaît très bien la CGTM-PTT. Et ils me connaissent aussi. Le salarié devrait être fixé sur son sort dans le courant de la semaine. 2 issues sont possibles, une sanction, voire un licenciement ou le maintien de son poste. Si on a des résultats, des réponses concrètes positives, on ne va pas traîner à reprendre le travail. Mais la Poste de la Martinique sait très bien que la CGT, nous, au niveau de la CGT, on ne va pas laisser ça passer. Ça veut dire que s'il y a sanction, vous savez très bien qu'on va faire ce qu'il faut. La direction de la Poste Martinique, de son côté, assure que la procédure disciplinaire est menée avec rigueur et dans le respect des règles en vigueur. Elle se dit également attentive aux conditions de travail des agents et réaffirme son attachement au dialogue social. Dans tous les cas, les postiers annoncent une reprise du travail dès demain, mais préviennent, en cas de décision jugée défavorable, la mobilisation pourrait rapidement reprendre avec la menace
d'un préavis de grève illimité. Et finalement, le salarié mis en cause a été réintégré, sa mise à pied a été levée mardi dernier et aucun élément n'a été retenu contre lui. Nous l'avons également appris cette semaine, Air Antilles ne volera plus. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne, mettant un terme définitif à son activité. Après la reprise par la collectivité de Saint-Martin et le groupe EDIS en 2023, la seule offre étudiée n'a convaincu ni les magistrats ni les salariés. Les précisions recueillies par Loïc Régis. Alors pour nous, une décision qui est normale. Le projet Pirouane était peut-être beau, mais pas assez fiable et viable. On savait très bien que ça risquait aussi de nous emmener, d'emmener les 14 ou 13 salariés repris à la justice d'ici même pas la fin de l'année, parce que on était conscient qu'il manquait pas mal d'éléments et donc on n'est pas trop surpris de l'annonce. On est désolé quand même pour les passagers, on est désolé pour la non-concurrence qu'ils auront et puis ce sont déjà des gens qui subissent le fait qu'il n'y ait qu'une compagnie régionale. Donc voilà, c'est surtout ça. Maintenant, ça va créer quelque chose pour nous qui voulons nous déplacer d'île en île. Ça va être de plus en plus difficile. Mais la nature a horreur du vide et donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il risque d'y avoir quelqu'un qui pourra se positionner. Ce qui est beau, c'est que on avait déjà nous une première nouvelle, j'ai envie de vous dire, depuis jeudi, en sachant qu'il n'y avait qu'une seule offre qui reprenait 13 personnes et c'était 13 cadres. Donc on savait déjà que les 103 salariés qui restaient étaient licenciés. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une formalité et maintenant on passe dans une procédure de licenciement. On passe dans une phase où on doit aussi se dire que c'est pas la fin en soi de quelque chose, c'est peut-être aussi beaucoup d'opportunités possibles pour nous. Je n'ai aucune crainte face à mes collègues. Nous sommes formés, nous sommes doués dans ce que nous faisons. Donc s'il faut continuer, on le fera très bien. Et s'il faut changer de vie, on fera ça aussi très bien. Donc voilà, du positif. Mardi, l'accès à la mairie de Fort-de-France était bloqué à l'appel du syndicat FAFPT. Plusieurs agents dénonçaient des dysfonctionnements au sein de la direction des ressources humaines. Malgré des discussions engagées la veille, aucun accord n'avait été trouvé. Le syndicat menaçait alors de lancer une grève illimitée à partir du lundi 4 mai avec un préavis déjà déposé. Les précisions face à la caméra de Sandrine Claude. Cette personne-là avait participé à une réunion, ou même pas, une pétition plutôt, qui justement nous mettait en discrédit avec la DGARH, alors que nous, ce qu'on veut, c'est régler la problématique donc, que rencontrent les agents lorsqu'ils vont justement à la DRH. Nous avons mis en place un préavis qui va prendre effet à partir du 4 mai. Ce préavis est simple, c'est déjà régler les différents dysfonctionnements que nous observons au sein de la RH. Et puis, nous avons, dans nos négociations, besoin d'élucider un certain nombre de problématiques que nous rencontrons au sein de la ville de Fort-de-France, notamment l'application de certains textes. Il faut savoir que l'année dernière, en septembre 2025, il y a un nouveau texte qui est sorti et qui favorise justement l'avancement de grade des agents et justement le passage des catégories C en B par exemple ou de B en A. Et il faut savoir qu'à la ville de Fort-de-France, comme dans beaucoup de communes en Martinique, il s'avère que 85% minimum des agents sont en catégorie C. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils ne finissent pas leur carrière dans cette catégorie-là et qu'ils puissent évoluer et bénéficier de la faveur de la loi. À la une également cette semaine, l'opération Révèle ton talent organisée à l'IMS. De jeunes diplômés ont participé à plusieurs ateliers autour du CV, de la posture ou encore de la prise de parole. L'objectif était de leur donner les outils pour convaincre les recruteurs et pour certains, décrocher un premier contact professionnel. Regardez. Pochette à la main, présentation en tête, ils sont nombreux à s'être déplacés ce matin à l'IMS pour trouver leur voie. L'événement Révèle ton talent accueille des jeunes de moins de 31 ans, titulaires d'un bac+3 pour les orienter au mieux. C'est le rôle d'Alice, chargée d'accompagner les demandeurs d'emploi.
On propose à ces jeunes un accompagnement du coup, dans la recherche d'emploi à travers différents ateliers. Par exemple, dans un premier temps, des ateliers comment pitcher, comment se présenter en entretien, comment mettre en avant leur CV, leur lettre de motivation, comment mettre en avant leurs réseaux sociaux, notamment LinkedIn, mais aussi en accompagnement individuel avec nos consultants en développement professionnel qui les accompagnent, positionnent du coup leur projet professionnel, les aident notamment à trouver leur voie. Présents sur cet événement, 3 salariés du secteur bancaire récupèrent quelques CV, mais entraînent aussi les jeunes à mieux se présenter sans simplement énumérer leur diplôme. Et ce qu'on préconise, c'est justement de retirer de chaque expérience, scolaire ou autre, privée ou professionnelle, d'en extraire une compétence et de mettre en valeur cette compétence qui permet d'expliquer pourquoi on veut se présenter à tel poste ou à telle formation. Bien se présenter, cela commence aussi dès le CV. Ce matin, un photographe est également présent pour tirer le portrait des jeunes et leur fournir une photo professionnelle. Les entreprises ont elles aussi répondu présentes. Un groupe a déjà reçu près d'une quarantaine de demandeurs d'emploi. Et cela tombe bien, 5 postes sont actuellement à pourvoir. Souvent, les jeunes qu'on rencontre, ils sont quand même à la recherche d'un emploi là, dans l'immédiat. Nous, ça nous intéresse. On est à la recherche de jeunes qui souhaitent vraiment s'investir dans une entreprise sur du court comme du long terme. Donc, si on peut les accompagner là-dedans, on le fera. Donc voilà, il faut juste simplement qu'ils aient le minimum de compétences acquises sur le secteur d'activité recherchée pour qu'on puisse nous aussi après les accompagner sur le développement de leur expérience professionnelle. CV déposé, nouveaux contacts enregistrés. Que retiennent maintenant les jeunes de cette matinée et surtout, repartent-ils avec un projet concret pour la suite? Concret, non pas vraiment, mais ça s'est super bien passé parce que j'ai quand même reçu pas mal de contacts, pas mal d'aides aussi, pas mal de conseils aussi. Ça permet de créer des liens, créer des contacts avec pas mal de personnes. Si quelqu'un peut me repérer et puis me proposer un vrai truc concret à la fin, moi, c'est ça que j'espère, tu vois. Ce qu'il propose, c'est d'envoyer des CV à leur adresse mail et après voir ce qui se passe après. Pour cette 3e édition, l'association NQT souhaitait organiser un forum pertinent, capable d'ouvrir des portes, quelle que soit leur portée. Ce format-là permet finalement de casser les barrières, de faire tomber les barrières et de trouver certaines pépites qui seraient peut-être passées à travers les mailles du filet dans d'autres types de circonstances. Et les jeunes, eux, ressortent avec des vrais conseils. Ils ont l'opportunité de discuter avec des professionnels et c'est souvent ce qui leur manque. C'est cet avis professionnel de quelqu'un qui fait le même métier qu'eux souhaitent exercer dans les prochaines années. Entre 150 et 200 jeunes étaient en tout cas attendus aujourd'hui et on leur souhaite désormais de réussir dans leur projet professionnel. Autre sujet qui a marqué la semaine, la hausse des prix des carburants. Depuis vendredi, le litre de gasoil est passé à 2,09 € contre 1,96 € pour le samplon, selon les nouveaux tarifs annoncés par la préfecture. Une augmentation attendue, mais qui continue d'inquiéter les automobilistes martiniquais. Reportage. Le cap des 2 € est désormais franchi en Martinique. À partir du 1er mai prochain, le litre de gasoil dépassera ce seuil symbolique à la pompe. En effet, son prix s'affiche maintenant à 2,09 €, soit 14 centimes de plus par rapport au mois d'avril. Le samplon augmentera lui aussi, son prix 1,96 €, soit 10 centimes de plus. Une hausse confirmée hier en préfecture, en cause la flambée des cours mondiaux du pétrole dans un contexte de tension au Moyen-Orient. Dans les stations-service, les automobilistes s'inquiètent déjà des conséquences sur leur budget. On aura beau dire ce qu'on veut, ça allait augmenter tôt ou tard, c'est juste que ça n'a pas augmenté aussi vite qu'en France. On était obligé d'y passer. Par contre, quand ça a baissé plus lentement qu'en France. J'ai de la chance que ma voiture ne consomme pas énormément. En général, je fais maximum 2 pleins dans le mois. Mais si je vois que l'essence va vraiment augmenter, même si j'ai peut-être la moitié, je refais quand même de l'essence avant les augmentations. La Martinique importe la totalité de son carburant. Conséquence, chaque hausse des prix sur le marché international se répercute directement à la pompe. Il y a quelques semaines encore, le préfet assurait vouloir maintenir les carburants sous la barre des 2 €. Ce que je peux vous dire, c'est que les prix au 1er avril seront inférieurs et bien inférieurs à ce que nous constatons dans l'Hexagone. Un objectif devenu impossible à tenir, selon Étienne Desplanques. Même si les autorités rappellent que les prix restent inférieurs à ceux de l'Hexagone, beaucoup d'automobilistes préfèrent déjà anticiper et faire le plein avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs.
On poursuit avec la suite de l'exercice Volcan qui s'est déroulé jeudi matin. Près de 80 habitants du Prêcheur étaient volontaires et ont été évacués vers le Diamant dans cette simulation d'éruption de la montagne Pelée. Nous y étions pour vous faire vivre cette évacuation. Elle dort toujours, mais inquiète de plus en plus et menace de se réveiller prochainement. Ce matin au Prêcheur, l'heure était à la mobilisation générale. Habitants, secours et services de l'État ont participé à un exercice grandeur nature pour se préparer à une éventuelle éruption. Parmi les habitants volontaires, de nombreux jeunes ont participé à cette simulation. Sac sur le dos et consigne en tête, chacun devait suivre le protocole prévu en cas d'alerte volcanique. Là, on s'est préparé, on a pris nos affaires et là, on attend pour le bus. Évacuation par bus, prise en charge par la mer, recensement des habitants, tout a été pensé pour tester les dispositifs de sécurité en conditions réelles. Dans une commune directement exposée au risque volcanique, la préparation et les bons réflexes peuvent faire la différence. Lorsqu'on est préparé, on peut toujours mieux anticiper. Néanmoins, on sait forcément que le stress peut toujours prendre place. Mais je pense que quand on est préparé, c'est quand même mieux. Mais c'est pas quand même avec juste une seule fois qu'on sera toujours prêt. Je pense qu'il faut le faire régulièrement. C'est comme lors des séismes. Hein. Tu sais bien que c'est tout le temps, c'est tout le temps, alerte séisme. Il y a des préparations tout le temps. Donc je pense qu'il faut le faire régulièrement. Au total, près de 700 participants et 12 communes ont été mobilisés. Pompiers, agents municipaux, forces de sécurité et services de l'État ont testé leur coordination dans un scénario de crise au plus proche de la réalité. L'objectif, informer les habitants et éviter tout mouvement de panique en cas de catastrophe naturelle. Depuis l'année dernière, déjà depuis la fin de l'année 2025, nous avions commencé par une grande réunion avec l'Université populaire où nous avions déjà sensibilisé les gens aux risques volcaniques et aux réflexes à avoir s'ils doivent évacuer le Prêcheur. Aujourd'hui, ce n'est qu'une phase concrète de ce que nous avions annoncé en amont. Mais je tiens quand même à rassurer les gens, il n'y a pas de risque imminent d'éruption sur le Prêcheur parce qu'il y a des informations qui circulent qui laissent à penser qu'il y a un risque sur le Prêcheur. Depuis 2020, la montagne Pelée est placée en vigilance jaune et ces derniers jours encore, plusieurs centaines de séismes ont été enregistrés par l'Observatoire. Pour les autorités, même si aucun danger immédiat n'est identifié, le risque volcanique reste une réalité à anticiper. Je pense faire partie d'une génération qui, de son vivant, connaîtra une éruption volcanique ici en Martinique. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 5, 10, 15 ans, peut-être pas comme en 1902 aussi catastrophique, mais je suis persuadé que nous connaîtrons une éruption. Donc c'est quelque chose de sérieux, il faut vraiment s'y préparer et ça va toucher toute la population, c'est-à-dire à la fois dans le nord, ceux qui devront évacuer, mais également la solidarité qu'il faudra avoir dans le sud pour accueillir. Un exercice grandeur nature pour rappeler que face aux risques naturels, l'anticipation reste la meilleure protection. Et sur un tout autre sujet, selon le 3e baromètre des violences éducatives ordinaires, 36% des parents estiment la fessée acceptable. Pourtant, cette pratique est interdite au même titre que les punitions physiques, le chantage ou encore les cris. Qu'en pensent les habitants martiniquais? Hélène Sérignac leur a posé la question. Il est interdit de crier sur son enfant, de le punir, de lui donner une fessée ou de lui tirer les oreilles. Pour certains, cette législation permet d'éviter les abus. Par rapport à la Martinique, c'est une bonne chose. Parce que moi, j'ai été enfant, je sais ce que c'est les fessées, il y a des fois les parents abusent, quoi. Selon une récente étude réalisée par l'IFOP, 36% des parents jugent la pratique de la fessée acceptable. Les violences éducatives ordinaires seraient encore largement pratiquées dans les familles. La fessée, j'en ai reçu, des fessées de ma mère. Et je ne dirais pas que la fessée perd un enfant. Je ne dirais pas ça, tout dépend. Parce que ce qui se passe souvent avec les femmes, quand elles ont leur propre âge, si l'enfant a fait une moindre chose, bon, peut-être à ce moment-là, elle n'a pas puni, elle va rassembler, quoi. Il ne faut pas rassembler. Tu avais quelque chose que tu lui reprochais, dans le moment, tu lui dis, il ne faut pas faire telle chose. Pas rassembler bagaille pour après, ou accumuler, et puis tomber dans les chambres là quand on est enragé. Non, c'est pas normal, quoi. Parce que les enfants d'un autre monde maintenant souffrent énormément. Pour certains, cette législation en vigueur complique la tâche des parents en termes d'éducation.
certains hommes de loi ont dit que si tu as un problème avec ton enfant et puis que tu le tapes, l'enfant peut porter plainte contre toi et la loi. Mais voilà le résultat de ces conversations, de ces trucs. Parce que l'enfant, quand il sait que si tu le tapes, il peut aller porter plainte contre toi, ben il va faire n'importe quoi. Avec la loi du 10 juillet 2019, la France est devenue le 56e pays à bannir ce type de violence. Un arrêt de la Cour de cassation a enfoncé le clou en janvier dernier, en rappelant qu'aucun droit de correction parentale n'existait dans la loi française. Un nouveau drame par arme à feu s'est produit jeudi soir à Fort-de-France. Un homme a été découvert sans vie à proximité de la route de Balata, criblé de balles. Vers 22 h, les forces de l'ordre ont été appelées pour un homme inconscient allongé sur la chaussée. À leur arrivée, les policiers ont constaté le décès de la victime. Il s'agit du 10e homicide enregistré en Martinique depuis le début de l'année. Nous nous sommes rendus sur place. Reportage. Chemin Morne-Laurent, rien ne laisse entrevoir l'horreur de la veille. Ou presque. Dans ce quartier Foyalais, à quelques pas de la route de Balata, plusieurs détonations déchirent le calme de la nuit hier soir. Un homme est abattu derrière cette voiture, son corps retrouvé inerte par un passant. Dans les maisons aux alentours, impossible d'imaginer qu'un tel scénario vient de se produire. J'ai entendu un bruit, j'ai eu l'impression que c'était toi quand il y a un coup de tonnerre. Beaucoup de tonnerre. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai entendu une première fois, et puis je sais pas, peut-être 2 minutes à peu près. Après, j'ai entendu le deuxième. Il y avait un bruit, tout était calme. Et il y a un truc qui était bizarre parce qu'elle était là-haut, elle est vraiment entrée, elle a même pas vu qu'il y avait ça. Il s'agit déjà du 11e homicide depuis le début de l'année, avec un air d'éternel recommencement pour Louis Iberté. C'est une personne normalement assez jeune, hein, et c'est une personne qui normalement vit en Martinique depuis un petit moment, quoi. La police a été appelée parce qu'ils ont quelqu'un qui passait par là a vu quelqu'un allongé au sol, et donc il n'y a pas de témoin de ce meurtre. Une tuerie, c'est très facile maintenant. Donc il suffit tout simplement d'avoir un problème avec quelqu'un, et puis cette personne règle ça avec un pistolet, un revolver, et on est dans un cercle infernal. S'agit-il d'un nouveau règlement de compte ? L'enquête, ouverte par le parquet de Fort-de-France, devra déterminer les circonstances exactes de ce meurtre. On termine cette édition avec la traditionnelle parade du 1er mai à Fort-de-France à l'occasion de la fête du travail. Plusieurs syndicats étaient mobilisés dans les rues de la capitale, parmi eux la CGTM, la CDMT ou encore le SNES-FSU. Salaire, conditions de travail, pouvoir d'achat, les revendications ont rythmé le cortège tout au long de la matinée. Retour sur cette mobilisation avec Sandrine Claude. Dans le cortège, les voix se croisent mais le fond reste le même. En ce 1er mai, syndicats et travailleurs portent haut et fort leurs revendications. Dans leur viseur, comme chaque année, l'État. Lorsque le gouvernement essaye de rogner sur nos droits en la matière, nous on dit non, on dit stop. Dans la mesure où il y a des gens qui se sont battus pour ça. Il y a des gens qui sont morts pour cela. On a augmenté l'essence, on a augmenté tout ce que les produits. La vie chère et l'augmentation de l'essence qui va nous mener à la ruine. Il est temps aujourd'hui qu'en Martinique, on puisse avoir réellement des dispositions pour avoir un développement social, un développement pour que l'ensemble de la population puisse se retrouver dans des conditions différentes, que les services publics, le transport, l'hôpital, l'éducation soient véritablement mis en avant et que des dispositions soient prises. Les syndicats santé sont dans les rangs en nombre. Tous dénoncent une pression toujours plus forte dans les hôpitaux, avec moins de bras et de moyens pour faire tourner les services. Plus de moyens pour l'amélioration de la qualité des soins, la prise en charge des patients. Les directions se passent le mot, il n'y a pas d'argent, on ne peut plus rien faire, pas d'investissement. Il y a de l'argent pour l'armement, il n'y a pas d'argent pour la santé. Donc le combat continue, la lutte continue. Il y a toujours les gros qui continuent de manger, à bien manger. Et puis là, le cas des travailleurs, nous sommes toujours en souffrance. Donc il faut toujours, plus que jamais, être là, debout. Enseignants, assistantes maternelles, les profils divergent, mais les inquiétudes sont les mêmes. Les revendications sont multiples. Donner des conditions de travail pour que les personnels soient bien et puissent travailler
dans de bonnes conditions. Sur les suppressions de postes également, qui n'arrêtent pas de se faire, où les personnes qui partent à la retraite ne sont pas remplacées. Il y a tellement de choses à faire changer au sein de la profession, déjà la reconnaissance. Donc c'est pour ça que nous invitons la population à découvrir et à savoir que nous sommes présents. Également présente au défilé, l'association Culture Égalité. Ce 1er mai est l'occasion d'interpeller une nouvelle fois sur les inégalités hommes-femmes en matière de salaire, mais aussi de conditions de travail. Les femmes s'appauvrissent et les riches s'enrichissent de plus en plus. C'est-à-dire que l'exploitation capitaliste est de plus en plus forte et les femmes paient très très fort cette situation. Donc nous voulons dire aussi que l'exploitation, le patriarcat, le capitalisme, la montée du fascisme, c'est contre les droits des femmes. En ce 1er mai, pas question de célébrer. Syndicalistes et travailleurs entendent maintenir la pression face à des conditions de travail qui se dégradent. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et tous nos reportages sont à retrouver sur notre chaîne YouTube et sur atvplus.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente soirée sur ATV.